Et je suis médecin généraliste dans l'Allier, à Aver, mais je suis la présidente de la CPTS Nord-Allier. Nous avons donc organisé une soirée avec le docteur Deméus Jean-Baptiste, gynéco-obstétricien à l'hôpital de Moulins, et monsieur Darbelé Pierre, par rapport à l'autodépistage qui va être proposé pour les femmes pour le cancer du col de l'utérus. Et la CPTS, le territoire de la CPTS Nord-Allier est un territoire pilote pour voir un petit peu comment ça va se dérouler. Donc, ils vont vous présenter exactement ce que les femmes vont recevoir, comment ça va se passer, et vous pourrez poser toutes les questions que vous aurez envie de poser. On pense que c'est important parce que beaucoup de patientes vont revenir vers leurs professionnels habituels pour leur poser des questions, pour leur demander voilà, comment il faut faire, où elles doivent l'envoyer, enfin, toutes les questions qu'on peut avoir d'habitude. Donc, je laisse Jean-Baptiste et M. Darbouillet à la manœuvre. Le partage d'écran, tu as pu le faire et je vous laisse vous présenter. Hein. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Alors, je suis désolé, il faut que je ferme des applications parce que... Hop, voilà. Allons bon. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très, très bien. Bon, je ne sais pas pourquoi l'écran a changé. C'est pas grave. Je vais me débrouiller comme ça. Voilà. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Deméhus. Je suis gynécologue obstétricien. Et en fait, j'interviens avec une première casquette qui est celle de membre du conseil d'administration du centre de dépistage des cancers AURA, ainsi que de la commission recherche de ce centre de dépistage. Et également en tant que président du comité territorial de dépistage des cancers de l'Allier. Et donc avec Pierre Darbelay, qui est donc l'administrateur de ce centre de dépistage pour l'Allier, mais qui a également d'autres fonctions au niveau régional, j'ai réussi à mettre en place un projet de recherche donc sur les autodépistages du cancer de col de l'utérus pour essayer de pallier le faible taux de participation des femmes. Et donc, je vais vous présenter un petit diaporama pour vous expliquer le principe de ce dépistage et le principe de la participation des membres de la CPTS Nord-Allier. Je laisse la parole à Pierre, puis ensuite je passerai le diaporama. Non, merci, j'ai rien à ajouter, effectivement. J'ai de l'écho. Oui, non, rien à ajouter. Effectivement, c'est un projet qu'on construit depuis quelques années. Et merci au docteur Deméus de le porter et de nous permettre d'être site pilote dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque sauf à ce que je dise des bêtises, on est les seuls pour le moment à lancer ce type d'expérimentation. En tout cas, on va être les premiers à le mettre en œuvre. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je lance le diaporama. Oui. J'essaye. Vous l'avez? Pas encore, non. Est-ce que vous visualisez le diaporama que j'ai lancé sur mon Non. site où j'avais pas la main? Normalement, vous lavez la main. Des fois, On ça n'a prend pas le quelques diaporama. secondes. Alors, comment je fais? Je fais partager l'écran? Oui. Oui. OK. Basique. Oui. Voilà, donc je vais vous envoyer ça. Il faut cliquer sur le diaporama en même temps que partager. Hop. Voilà, impeccable. Voilà, donc je vais le mettre en diapo. Voilà. Alors, donc, le principe, c'est d'essayer d'utiliser l'autoprélèvement comme alternative au prélèvement classique pour le dépistage du cancer de col de l'utérus. Donc, c'est
un projet que j'ai coordonné avec donc le comité départemental de l'Allier et avec également la responsable régionale donc, du dépistage du cancer du col qui s'appelle Anne Garnier. Et puis, nous avons été bien aidés par le CRDC Aura et l'attachée de recherche clinique Cécile Licard qui donc m'a permis un petit peu d'établir ce projet de recherche de façon finalisée et acceptable pour le comité de protection des personnes qui finalement n'a pas été sollicité. Et on va voir pourquoi. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on a fait ce travail? Ce travail, on l'a fait, il faudrait que j'arrive à voir ma flèche quand même, voilà. Ce travail, on l'a fait pour, alors ça, je vais l'envoyer en bas, voilà. On l'a fait parce que finalement, on a un très faible taux de participation au dépistage du cancer du col. Bon, ça a débuté un petit peu tard pour ce qui est le centre de dépistage des cancers, puisque ça a commencé vraiment en 2020 et on avait un taux quand même assez faible, en sachant que les régions pilotes, c'était Rhône-Alpes et Alsace. Et donc, les premières expériences de dépistage du cancer du col de l'utérus, par frottis à l'époque, étaient donc avec un bon taux de participation en Rhône-Alpes, ce qui fait que c'est resté assez bon dans l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Et quand c'est devenu Rhône-Alpes-Auvergne, eh ben, on les a fait un peu perdre de leur efficacité avec une chute donc par rapport à la région qui est à 65%, nous on est à 53%, et on a un chiffre qui chute encore davantage pour les femmes de plus de 60 ans. L'objectif théorique pour faire disparaître la maladie invasive du cancer du col de l'utérus, c'est d'atteindre 80%. Donc on est loin, y compris parmi les centres pilotes, on est quand même très loin de ce taux de dépistage. Donc finalement, ce qu'on voudrait, c'est déjà passer au-dessus de 50% de couverture. On ne cherche pas pour l'instant à atteindre les 60% parce que ça serait vraiment fantastique. Si on y arrive, tant mieux. Et donc, c'est d'améliorer grosso modo de 7% la couverture, donc passer chez les femmes de plus de 60 ans de 45 à 52%. Et puis rejoindre la moyenne régionale pour l'année suivante pour atteindre à peu près 60% de femmes dépistées par rapport donc aux 53% qu'on est actuellement. Et puis en plus, c'est quand même une étude pilote qui permet de valider cette technique de dépistage en lieu et place du dépistage classique qui se fait forcément soit au laboratoire, soit au cabinet médical et qui, on va le voir, a quand même un autre avantage, c'est qu'évidemment, si le prélèvement est positif pour la recherche des papillomavirus à haut risque, eh bien le frottis réflexe, c'est-à-dire la cytologie, est effectuée sur le même prélèvement, ce qui permet d'avoir le résultat en annexe de la positivité du papillomavirus, alors qu'évidemment, quand on fait un autodépistage, on n'a pas la cytologie. Il faut que la patiente qui est positive aille faire cette cytologie, et c'est là où entre évidemment en compte le personnel soignant du territoire de dépistage, et en l'occurrence la CPTS Nord-Allier. Donc l'autoprélèvement, c'est une technique qui est validée, qui est acceptable, dont les performances sont très bonnes. Et ce qui paraît le plus simple et qui est recommandé par l'INCa, c'est de faire l'autotest avec la lettre de relance. Cet autoprélèvement donc est adressé avec la lettre de relance quand la patiente n'a pas fait son dépistage lors de sa première invitation. La lettre d'information, donc, avec la lettre habituelle envoyée par le CRDC, et avec toutes les explications, voire même des flashcodes sur les lettres d'information pour, avec le téléphone, avoir le didacticiel qui explique exactement comment se passe ce prélèvement. C'est très simple, c'est un écouvillon sec. On l'enfonce jusqu'à une marque rouge en général dans le vagin. C'est un coton-tige très fin, donc non douloureux, souple. Et puis, il faut bien sûr que la patiente réadresse le prélèvement au laboratoire. On verra que les laboratoires, il y en a plusieurs, donc il y aura plusieurs kits de prélèvement, mais qui sont tout à fait équivalents du point de vue des performances, et ça a été validé donc par l'INCa pour l'ensemble des laboratoires qui ont des prélèvements et des kits de prélèvement et des kits d'analyse qui sont donc
l'aspect qualitatif tout à fait acceptable et accrédité. C'est le laboratoire qui va donc gérer le résultat avec la transmission de celui-ci donc au CRDC, bien sûr, à la patiente et donc au médecin traitant, en espérant que la plupart du temps, le médecin traitant sera indiqué. Dans le cas contraire, on gérera nous-mêmes à partir du CRDC la lettre pour indiquer aux patientes positives la marche à suivre. Donc la cible, c'est les femmes qui ont plus de 30 ans, puisque le référentiel pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est d'utiliser la recherche du papillomavirus à haut risque à partir de l'âge de 30 ans, et ensuite, si c'est négatif, tous les 5 ans. Et ça va jusqu'à 65 ans. Le recueil des données se fera donc par le CRDC Moulins, avec un traitement spécifique statistique. En fait, le traitement, on va voir, c'est surtout le traitement des données, ça va être surtout de comparer l'année sans autoprélèvement avec l'année suivante avec autoprélèvement. Et puis ensuite, un aspect plutôt plus que qualitatif que quantitatif, donc le suivi des prélèvements positifs, ininterprétables ou négatifs. L'étude sera faite, et là, bon, si vous voulez des précisions, je pense que Pierre Darbelay pourra vous les indiquer, ce qu'on appelle chez les anglo-saxons un one-shot, c'est-à-dire que les relances ont été cumulées sur la fin de l'année pour n'avoir qu'une lettre de relance envoyée à toutes les patientes qui n'ont pas fait leur dépistage pendant l'année 2023, et donc avec un envoi groupé chez toutes ces patientes avec le kit de dépistage d'autoprélèvement. Et donc, on va comparer les résultats de l'année précédente, donc l'année 2023, avec l'année 2022 avec l'année 2023, et puis donc les résultats comparés des relances de 2022 par rapport à la relance de 2023. Et puis ensuite, donc, les résultats plus qualitatifs sur notamment lorsque le prélèvement était positif, est-ce qu'on a réussi à avoir un suivi de bonne qualité? En réalité, c'est une étude qui fait suite à d'autres études qui ont déjà été faites, notamment dans la région Centre-Loire et en particulier à Tours, avec une très bonne participation par rapport à la participation habituelle, puisque vous avez un doublement du nombre de patientes qui répondent à la relance quand on associe le kit à la lettre de relance. C'est forcément favorable sur le plan médico-économique, puisque en réalité, on change assez peu les modalités d'invitation au dépistage aux femmes qui ne se sont pas fait encore dépister. Et donc, le formulaire d'information qui est contenu dans le kit et qui arrive chez la patiente permet également à la lecture aux médecins qui n'auraient pas été éventuellement prévenus, ce qui devrait être normalement pas le cas après la soirée de ce soir, donc d'expliquer à la patiente et de l'adresser au médecin spécialiste lorsque le prélèvement sera positif. C'est-à-dire que c'est comme d'habitude, hein, tous les prélèvements négatifs seront très faciles à gérer. En revanche, les prélèvements positifs, il faudra faire comme vous faisiez jusque-là, sauf que en réalité, vous n'aurez pas le résultat du frottis réflexe, et donc il faut bien expliquer, et ça sera déjà expliqué dans la lettre de relance, il faut bien expliquer à la patiente que ça ne suffit pas si le test est positif, il faut pratiquer à ce moment-là un prélèvement, soit au laboratoire, soit dans un cabinet médical ou chez les sages-femmes. Donc, les résultats en strate 1, c'est les résultats de l'autotest, donc en positif, en négatif et en fait en ininterprétable. Et la strate 2, ça va être plutôt le résultat de la prise en charge lorsqu'il y a un papillomavirus à haut risque qui est trouvé. Donc, on a évalué grosso modo que entre 30 et 35 ans, par exemple, on avait 6 850 femmes dépistées sur 15 221. Donc, ça comporte toutes les femmes qui se sont fait dépister, y compris après une relance. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 8 371 femmes qui sont non dépistées. Alors, je pense que c'est 30 à 65 ans, j'ai dû faire une erreur. Et puis ensuite, donc, on a donc à peu près 8000 relances donc, qui n'ont pas eu de réponse. Et donc, on espère en avoir un peu plus, ce qui fait qu'au maximum, on pourrait adresser 8000 kits lors de la lettre de relance et avec donc un retour de 2000 autoprélèvements réalisés, c'est-à-dire si on double la participation habituelle,
Et en fait, donc, un surcoût pour le laboratoire de 6 000 kits qui ne vont pas être utilisés, puisque la patiente n'aura pas fait son autoprélèvement. Donc, les laboratoires ont accepté ce risque de perte d'information et donc d'adresser des lettres de retour prépayées sans avoir de résultat. Alors, pour ce qui concerne la patiente, bien sûr, comme l'autoprélèvement rentre dans le cadre de la nomenclature, il est remboursé à 100% et c'est dans le cadre du dépistage, il est tout à fait accepté. Donc, pour le centre de dépistage de Moulins, le surcoût est lié au surpoids de la lettre de relance, puisqu'il comportera en plus de la lettre, donc cette fois, le kit d'autoprélèvement. Les laboratoires participants, alors je sais pas, là je ne sais pas si on en est toujours à tous ces laboratoires, mais on a toutes les références et ils ont donc à tous accepté la charte d'information de la patiente, les formulaires, les courriers et le repérage des patients dont le résultat est lié à l'étude, ce qui permettra ensuite pour les examens qui vont être faits ensuite de bien indiquer que la patiente participait à l'étude autoprélèvement. Alors ça va être peut-être le sujet des questions. Je vais sortir le diaporama, voilà, et on va repasser, voilà, en zoom. OK. Donc le fait est que le vrai problème, c'est quand le prélèvement est positif, puisque à ce moment-là, il faut qu'il y ait une cytologie, c'est-à-dire que il faut cette fois que la patiente se déplace. Alors, on aura bien sûr le premier résultat qui est le taux de participation qui, on l'espère, va augmenter, mais on va également évaluer quel est le devenir des patientes dont le résultat a été positif et grosso modo combien dans l'année qui va suivre on va avoir de prélèvements cytologiques et les résultats de ces prélèvements cytologiques. Donc, l'étude qui est assez simple au départ d'améliorer le taux de participation va peut-être se compliquer après pour l'analyse des résultats en ce qui concerne les résultats donc qualitatifs. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Baptiste, merci pour cet exposé. Ce qui est important au niveau de la CPTS, pourquoi on est partie prenante dedans? Parce que je pense que si tous les professionnels de santé prennent l'habitude de demander aux femmes, avez-vous pensé à faire votre frottis? Oui, je l'ai fait ou non, je l'ai pas fait, de savoir à quelle date elles l'ont fait, est-ce qu'il faut qu'elles en aient un nouveau ou pas, c'est important. Ça permettra d'améliorer justement la réponse et plus on aura de dépistage, plus on aura de femmes qui seront, grâce à ça, épargnées d'avoir un cancer qui est invasif et qui peut donner des séquelles voilà, importantes, voire parfois malheureusement des décès, alors que par un frottis simple et l'autodépistage simple, on peut arriver à diminuer énormément ce chiffre-là. Et le but, c'est de montrer ça. Hein. La prévention, en France, on est très mauvais, c'est quelque chose qu'on fait mal. On l'a vu en CPL cette semaine avec Michel Zilbert. On n'est pas bon en plus dans l'allié, quoi. Et il faut qu'on s'améliore parce que c'est quelque chose d'important. La prévention, je pense que tous les professionnels de santé, on est heureux quand on peut faire de la prévention plutôt que de toujours être dans le curatif. Voilà, je vous laisse poser vos questions, on vous écoute. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, Monsieur Darbelé. Oui, je peux juste vous montrer un petit peu le kit. Alors, ça va être comme ça à la visio, l'enveloppe. Voilà, donc ça, c'est un exemple de laboratoire qui va envoyer donc voilà ce que va recevoir la femme. Donc, c'est une grande enveloppe avec le texte habituel du courrier. Donc, on va avoir à l'intérieur la fameuse enveloppe T qui va permettre le retour. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais ça donne une idée. Hein. Pour renvoyer le kit une fois qu'il est fait. Et donc, on va trouver, c'est là qu'on peut avoir des difficultés et qu'effectivement, certaines patientes pourront être amenées à demander des explications à leurs professionnels de santé. C'est pour compléter ce petit document, voilà, il y aura des étiquettes, je sais pas, vous connaissez certainement le fonctionnement, donc une fiche d'identification, au dos de ça, un mode d'emploi, effectivement, avec un QR code qui renvoie à une vidéo pour le laboratoire que je suis en train de vous montrer. Et donc, les couvillons, hop, ils prennent tous la forme, effectivement, d'un écouvillon, vous voyez, comme ça.
Bon, bref, hein, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est en milieu sec, hein, c'est ça, monsieur Deméus, vous me confirmez? C'est bon. Ouais, voilà. Effectivement, le petit trait rouge qu'on voit sur les couvillons. Donc tout ça, on le remet dans le petit sachet, dans l'enveloppe avec la fiche. C'est prépayé. Et je précise quand même, effectivement, que le cahier des charges, on a demandé au laboratoire de fournir ce kit-là. Donc, ils ont fourni non seulement le kit et tous les éléments du kit ainsi que l'enveloppe T prépayée. On n'a aucune charge financière, nous, et je tiens à le préciser quand même. Il y a 5 ou 6 labos pour lesquels on a reçu, 4 ou 5 labos pour lesquels on a déjà reçu les kits. Donc, ils nous en envoient tous 1500. On a quelques cartons qui sont stockés dans nos bureaux, prêts à être envoyés. Et pour confirmer les dires du docteur Deméus, on a stocké un petit peu les relances depuis quelques mois. On va aussi en anticiper d'autres pour effectivement arriver à envoyer un maximum de relances sur la fin de l'année pour atteindre un chiffre qui se situera entre 6 et 7000, 6, 7000, 7500. Voilà. Mais on enverra tout d'un coup sur la fin de cette année. Oui, donc on va atteindre le chiffre qui avait été évoqué dans le projet. Donc on sera entre 7 et 8 000 adressages, je paraît qu'on dit ça maintenant, de kits d'auto-prélèvement associés à la lettre de relance. Je voulais dire, je remercie beaucoup Isabelle parce que moi, j'ose jamais dire aux médecins qui travaillent pas assez pour le dépistage, bien que je le pense fortement. Euh, mais je vais dire, il y a un problème de langage aussi. On parle de dépistage. Le dépistage, ça veut dire qu'on trouve une maladie. Et qu'on trouve une maladie la moins grave possible. On est en plein dedans avec l'octobre rose. Quand on fait un dépistage par mammographie, on cherche un petit cancer. Or là, on n'est pas dans le dépistage, on est dans la prévention. Le frottis, c'est un examen de prévention parce que ce n'est pas un cancer qu'on cherche. On cherche des lésions qui peuvent devenir un jour un cancer. Et en général, avec un dépistage correctement fait, on a des lésions qui apparaissent 10 à 15 ans avant un cancer invasif. Le premier facteur de risque d'une femme d'avoir un cancer invasif du col de l'utérus, le premier facteur de risque, c'est l'absence de frottis. C'est le premier facteur de risque. C'est pas d'avoir une vie sexuelle débridée, c'est pas de ne pas être sage ou de pas être gentil, c'est de ne pas faire de frottis. Et donc, le frottis va permettre de découvrir, premièrement, un portage de papillomavirus à haut risque. Deuxièmement, des lésions cytologiques, comme vous le savez, qui vont être d'abord de bas grade, et donc, on appelle LSIL parce qu'on a pris la nomenclature anglo-saxonne, c'est l'os squamous. Donc, l'os squamous, LSIL, c'est la partie de la membrane qui est juste au niveau de la membrane basale des premières cellules qui se divisent très rapidement. C'est ce qu'adorent les virus. Hein. Les virus, ils adorent les cellules qui se divisent puisqu'ils s'intègrent à leur ADN ou à leur ARN. Là, c'est à l'ADN. Et donc, les cellules vont ensuite plus ou moins être infectées et vont être éliminées parce qu'elles vont présenter des antigènes qui ne sont pas reconnus par les anticorps et elles vont être détruites. Il faut plutôt que si, qui sont reconnus par les anticorps, et vont donc être détruites. Si vous prenez une patiente qui a des lésions de bas grade, dans 80 à 90% des cas, elles vont guérir spontanément parce que la réaction antigène-anticorps se fera, la défense immunitaire va marcher. Mais chez 2% à 10% des femmes, non, ça ne marchera pas et il va y avoir persistance du virus et éventuellement des cellules infectées qui vont atteindre les zones supérieures. Et là, quand on atteint les zones supérieures, on passe de 80 à 90% à 50%, puis à 20%, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a différencié les lésions de bas grade, qui sont les LSIL, et qui sont des lésions qui vont pouvoir très bien guérir sans qu'il y ait aucune intervention, des lésions dites de haut grade, qui sont donc les HSIL, et qui, elles, nécessitent une prise en charge qui est censée éviter la survenue d'un cancer. Il faut bien le comprendre. Donc, on n'est pas en dépistage, on est en véritable prévention. Et puis, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de parler de la vraie prévention qui maintenant est recommandée pour tous les enfants de 12 ans, hein, qui est la vaccination, puisque ça couvre 80 à 90% des virus responsables du cancer du col de l'utérus en Occident, en tout cas en Europe. Et donc, on sait très bien que si on vaccine 80% des enfants, ce qui est quand même le cas en Grande-Bretagne et au Danemark, donc c'est pas impossible à faire. C'est fait parce que, pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils l'ont fait en milieu scolaire, hein, comme on commence à le promouvoir en France. Et là, donc, on évite des cancers.
Le deuxième cancer qu'on peut prévenir comme ça, c'est le colorectal. Parce que dans le colorectal, il y a effectivement un dépistage, parce qu'on peut tomber sur un cancer, qu'on espère le plus petit possible, mais il y a aussi une prévention quand on tombe sur des polypes qui ne sont pas forcément cancéreux. On va enlever ces polypes qui ne pourront pas dégénérer et qu'on va entamer ensuite une surveillance qui n'est plus une surveillance, bien sûr, de dépistage par la coloscopie, mais qui évitera la survenue du cancer. Moi, ça me paraît vraiment passionnant en médecine d'éviter la survenue d'une maladie, puisque une maladie qui peut tuer, eh ben, une fois qu'elle est survenue, on ne sait pas forcément la traiter et donc il y aura forcément des morts. Alors qu'une maladie que l'on peut empêcher, eh ben, on gagne dans 100% des cas. Et donc, c'est une vraie motivation au dépistage. Ça, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à faire comprendre à la population française que il n'y a aucun risque, il n'y a aucun risque à faire ce dépistage. Il est désagréable, mais ma foi, il fait partie du suivi théorique de la plupart des femmes qui est d'un examen gynécologique de façon régulière. Et donc, l'autoprélèvement, ça va enlever toute forme d'excuse en termes de déplacement, en termes de coûts, en termes d'inconvénients. On le peut faire à la maison, c'est hyper simple. Les couvillons, c'est un prélèvement vaginal, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de repérer quoi que ce soit. Ça rentre de même pas 3-4 cm dans le vagin. C'est totalement indolore, il n'y a pas de risque de blessure ou de quoi que ce soit. Et ce prélèvement est extrêmement fiable, puisque les chiffres qu'on a, c'est 95% de fiabilité, c'est-à-dire 95% de prélèvements fiables pour analyse des papillomavirus à haut risque. Et pour moi, là, par contre, la vraie difficulté, et on en revient là au dépistage traditionnel, ça va être pour les femmes qui sont porteuses d'un papillomavirus à haut risque, c'est de leur trouver un bon compromis pour aller consulter soit la personne qu'elles connaissent habituellement, la sage-femme, le gynécologue, le médecin généraliste. Il y a encore quand même pas mal de médecins généralistes qui font eux-mêmes des frottis, et, ou le laboratoire. Et donc, après, c'est assez simple quand même. Il y a suffisamment de possibilités, notamment sur notre territoire, il y a suffisamment de possibilités pour ensuite traiter ces patientes, en sachant qu'après la cytologie, bien sûr, on aura une cytologie étiquetée sur l'étude, et donc tous les prélèvements qui vont être effectués ensuite, tous les examens, seront bien spécifiques sur une patiente qui a pratiqué un autoprélèvement dans le cadre de cette étude. Et donc, on va avoir un suivi qui, moi, ça me passionne ça pour voir si on est capable, parce que la vraie question des centres de dépistage, c'est la capacité qu'on a à traiter les patientes qui ont un dépistage positif. C'est ça la vraie question. Bien sûr, c'est d'abord que tout le monde se fasse dépister. Bon, on n'a pas réussi pour l'instant, mais on va s'améliorer. Je suis sûr qu'en ayant des réunions comme ça, on va s'améliorer. Et ensuite, on va prendre conscience qu'il faut qu'il y ait des équipes qui s'occupent des résultats positifs. Et c'est à mon avis, en dehors de la promotion du dépistage, un rôle fondamental des centres de dépistage qui sont mis en péril par une prise en main de l'assurance maladie qui croit qu'elle peut faire la même chose qu'un centre de dépistage. Mais je pense que très vite, on va comprendre que c'est pas le tout que tout le monde se fasse dépister. Il faut qu'ensuite, un dépistage positif donne lieu à des examens complémentaires. Et ça peut être plus compliqué. Et là, je pense que, en dehors bien sûr de l'importance des CPTS dans la promotion du dépistage, il y a aussi la participation à la prise en charge des patients dont un dépistage est positif, parce que vous êtes quand même en première ligne. Souvent, je pense que les femmes font plus confiance à leur médecin généraliste qu'à aller voir quelqu'un qu'elles connaissent peu, et donc elles vont peut-être plus aller vous voir quand le résultat est positif, plutôt que d'attendre le courrier qu'on leur enverra, nous, du CRDC, puisqu'on leur enverra le courrier que si on n'a pas de nouvelles d'elle. Je pense que Pierre me confirmera, si on n'a pas de nouvelles de la prise en charge des dépistages positifs, on relancera la patiente pour qu'elle aille faire effectivement son prélèvement. Je confirme. Et je pense que c'est important aussi, si tous les professionnels du territoire, quand une femme pose la question, oui, c'est positif, mais qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce qu'il faut, si tous les professionnels disent la même chose, il faut que vous alliez faire un frottis vers votre généraliste, vers la sage-femme ou un gynéco-obstétricien. Voilà. On peut vous prendre un rendez-vous si vous avez des difficultés ou
ou au laboratoire pour toutes celles qui n'ont pas de médecin généraliste traitant. Vous pouvez aller au laboratoire et on vous fera le frottis. Ça, je pense que c'est hyper important qu'on ait tous le même dialogue envers les patients. Parce que souvent, elles vont demander à une personne, à l'autre, et quand on commence et quand elles n'ont pas très envie, et si les professionnels ne disent pas, elles n'ont pas le même message, alors là, on les a perdus. Je vous laisse poser vos questions. Une question. Bonsoir Jean-Baptiste. Donc positif, on sait ce qu'il faut faire. Négatif, on sait qu'on n'a rien à faire. Qu'en est-il du NA? Ça, c'est nous. Ça, c'est évidemment au niveau du centre de dépistage qu'on recevra du laboratoire le résultat ininterprétable et qu'on relancera à ce moment-là la patiente avec un nouveau kit. D'accord. Donc, dans l'idée, un NA doit refaire faire un autotest. Moi, je crois que c'est ce qu'on avait décidé parce que, alors, il y avait plusieurs possibilités. On pouvait aussi dire d'aller directement faire cette fois un vrai prélèvement, Oui. mais on va se heurter, du coup, on va se heurter à l'ininterprétabilité ensuite de l'avantage d'avoir fait un auto-prélèvement. Et donc, on préfère relancer par un auto-prélèvement pour voir si on peut gagner là aussi en termes d'observance ou en tout cas d'adhésion à la pratique du dépistage. Très bien, merci. Si vous me permettez, docteur, d'apporter une petite précision, effectivement, on a demandé un peu plus de 10% de marge au laboratoire pour gérer ces cas de NA. Alors, je ne connais pas, Jean-Baptiste, le taux exact de NA en moyenne dans les études, je ne le connais pas. C'est moins de 5%. Ouais. Oui, voilà, c'est assez peu. Donc, on avait quand même pris une marge suffisante. L'idée en plus, c'est qu'on va tracer aussi les ininterprétables en fonction des kits, parce qu'on peut supposer que selon voilà, chacun a fait, nous on a donné, comment dire, un cahier des charges, et chaque laboratoire a rédigé à sa façon, on va dire, le mode d'emploi selon son kit. Et si on s'aperçoit, par exemple, qu'il y avait beaucoup d'interprétables avec tel ou tel kit, possiblement on pourrait renvoyer un kit différent la deuxième fois. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur, mais ça peut être aussi une idée de tester avec un autre kit, quoi. On rentre dans quelque chose d'un peu plus compliqué qui est le challenge qu'il y a eu. Au départ, les recommandations de l'INCa, c'était de prendre un seul laboratoire. Et en réalité, en termes de fonctionnement des CRDC, on ne peut pas faire sans faire un appel d'offres. Donc, j'ai été amené à faire quelque chose pour laquelle j'ai dû me faire violence parce que c'est pas facile. Donc, j'ai contacté tous les laboratoires qui avaient d'emblée l'accréditation de leur laboratoire, d'une part, pour les papillomavirus et d'autre part pour les autotests. C'est-à-dire qu'ils utilisaient des autotests validés. Il y a un laboratoire qui n'avait pas d'autotest validé et qui donc va se fournir en autotest validé. Donc, ça, c'était la première chose. Et donc, il va y avoir effectivement des laboratoires différents. Et donc, dans l'étude qualitative qu'on aura par la suite dans l'interprétation des résultats, il va y avoir une comparaison entre laboratoires, ce qui explique que les laboratoires étaient chauds brûlants pour participer. Et bien sûr, il y a un challenge pour eux, parce qu'ici, il y en a un qui se retrouve moins bien validé que les autres par ses résultats. Sur 7000, on peut avoir des résultats statistiquement significatifs. En tout cas, c'est ce que l'attaché de recherche clinique nous a dit. Et donc, je pense que l'étude pilote sera suivie de très près au niveau, bien sûr, régional, mais je pense également au niveau national, car c'est dans les tiroirs que l'autoprélèvement devienne peut-être, dans un avenir assez proche, la méthode privilégiée pour proposer le dépistage du cancer du col. Bonjour, moi je voulais intervenir. Je suis Véronique Siquier, vous m'entendez bien? Maintenant, oui. Oui, donc je suis biologiste en fait et je fais partie du laboratoire MEMA et dont on a été sélectionné pour participer à ce projet. Et on vous remercie d'avoir mis en place ce projet parce que c'est toujours intéressant d'avoir des projets et en plus sur notre territoire, c'est encore plus challengeant pour nous tous. Et on est très fiers de participer à ce projet. Ce que je voulais, alors pour les ininterprétables, en effet, il y en aura, hein, c'est sûr, il y en a dans toute méthode
c'est parfois parce que nous, on ne peut pas interpréter le résultat parce que c'est pas suffisamment d'un côté ou de l'autre, ça permet de trancher. Et il y a aussi des prélèvements qui seront ininterprétables parce qu'il y aura les méthodes doivent évaluer aussi la qualité du prélèvement. Bien évidemment, il faut qu'on puisse avoir quand même des cellules, suffisamment de cellules, et pour pouvoir dire on peut l'interpréter. Donc, il y aura des prélèvements ininterprétables qui seront également liés à la qualité du prélèvement qui ne sera pas suffisante. Peut-être des dames qui ne feront pas des prélèvements, qui n'oseront peut-être pas mettre les couvillons suffisamment. Il ne faut pas aller très profond, hein, je suis d'accord, mais enfin, il faut quand même prélever un petit peu. Et donc voilà, écoutez, nous, on est prêts. Et en effet, je pense que ces techniques d'auto-prélèvement qu'on voit arriver aussi en bactériaux pour la recherche de germes, ça existe déjà. Et je pense qu'en effet, en préventif, il y en aura de plus en plus. Parce que les patientes, en effet, pour de la bactério proprement dite, quand c'est par auto-prélèvement, certaines sont beaucoup plus compliantes. On l'a vu tous pour les autotests pour le Covid, hein. Les gens en ont fait beaucoup quand même, hein. Je trouve que c'est très bien, quoi, hein. Aussi, oui. Voilà, Oui, oui, donc après, il n'y a pas de raison, hein, Et merci, donc, si le laboratoire même participe, merci. oui, oui, je trouve que c'était intéressant. C'est toujours intéressant et franchement, en plus, voilà, je découvre qu'on est vraiment pilote. Je ne savais pas vraiment qu'on était pilote pour la région Auvergne, mais je trouve que c'est vraiment un beau projet d'avoir mis ça en place. Puisque la prévention, c'est quand même probablement l'avenir de la médecine en général. Voilà, donc après, pas de questions particulières. Oui, enfin, je reconnais que moi, au départ, l'autoprélèvement, puisqu'on fait des frottis aussi au laboratoire, l'autoprélèvement, quand on a commencé à en parler, j'étais un peu, je me disais, mais moi, je veux voir le col. J'étais un petit peu sceptique. Vous, votre expérience de gynécologue par rapport à cet autoprélèvement, le fait vous en pensez quoi en fait, le fait que ce soit, on n'a plus de visu en fait, mais C'est complètement différent. C'est pas la même méthode de dépistage, oui, puisque bien sûr. là, on va chercher de l'ADN viral, et l'ADN viral, ben, il est sécrété par des cellules du col et il va se retrouver partout dans le vagin. Donc, il n'y a pas besoin de voir le col, il n'y a pas besoin de voir le vagin, il y a besoin de rien voir en fait. Et c'est fiable puisque les autoprélèvements ont été quand même validés sur le plan qualitatif pour un grand nombre de kits d'autoprélèvement. Donc la recherche de l'ADN viral, c'est quelque chose qui a mis beaucoup trop longtemps à arriver sur le tapis parce que ça coûte cher. En fait, c'est pas parce que ça marche pas, c'est parce que ça coûte cher. Et maintenant, on voit bien que si le prélèvement est négatif dans la recherche des 16-18 et des 21 autres sous-types de virus papilloma, eh bien, on ne fait pas la cytologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire la cytologie. Donc, c'est fiable et c'est tellement fiable d'un point de vue du risque de voir apparaître des anomalies cellulaires. Et là encore, j'insiste, c'est pas de voir apparaître un cancer, c'est de voir apparaître des anomalies cellulaires. Le risque, il est évalué à 5 ans de protection. Donc, on est passé de frottis tous les 3 ans à partir de 30 ans à recherche de papillomavirus tous les 5 ans. Ce qui prouve bien qu'on a quand même un examen qui est très, très fiable. Donc, si l'autoprélèvement est lui aussi fiable, et ça va aussi être un des objets de cette étude, il y aura peut-être des frottis ininterprétables, enfin des prélèvements ininterprétables, mais il n'y en aura pas tellement, à mon avis, parce que sur les études pilotes, alors il y a des grosses études américaines hein, qui ont été faites dans des provinces au moins aussi pauvres, voire beaucoup plus pauvres que l'Allier, si c'est possible. Et je crois que c'est possible aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de prise en charge, il ne faut pas l'oublier, des soins, il n'y a pas d'assurance sociale dans la plupart des États. Et les résultats sont très, très bons. Et le taux de dépistage, alors là, il y a des résultats qui sont assez hallucinants puisqu'on part de 10-15% de dépistage. Alors là, c'est pour le dépistage tout venant hein, que ça a été utilisé parce qu'ils ont des très, très mauvais résultats.
En plus, ils ont une politique sanitaire qui n'est pas du tout comme la nôtre. Mais nous, malgré notre politique sanitaire, on n'a pas de bon résultat, alors qu'eux, quand ils balancent, ils balancent. Et les autoprélèvements ont été vraiment source d'une participation et de résultats, et avec donc le pourcentage de papillomavirus à haut risque qui peut atteindre 15% dans les prélèvements, si vous voulez, qui permet d'analyser 15% de patients qui sont là à haut risque pour le coup, et qui vont donc avoir une cytologie qui coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a la consultation plus ensuite l'examen. Et donc, en termes médico-économiques, là aussi, ça a été parfaitement validé. Donc, on a quelque chose qui est pas coûteux, on a quelque chose qui est facile à faire, et on a quelque chose surtout qui est totalement adapté aux populations défavorisées, soit défavorisées économiquement, mais aussi défavorisées géographiquement. Et c'est vraiment notre problème dans cet énorme département de mobilité et de possibilité d'accéder aux soins pour un certain nombre de femmes, puisque là on parle des femmes. Et ça c'est mon combat quotidien. Heureusement, vous me direz, pour un gynécologue obstétricien, mais c'est aussi c'est un combat qui est psychologique parce que ça veut dire qu'il faut motiver les femmes à ce dépistage parce qu'il y a un problème aussi de formatage cérébral dans le dépistage. Je pense que l'éducation est très importante et qu'on aura beaucoup plus en amont à réfléchir pour les campagnes de dépistage, à commencer beaucoup plus tôt l'information des femmes et des garçons pour le coup, par la promotion de la vaccination d'une part, mais aussi par la promotion, parce qu'on sait très bien que même quand on est vacciné, il y a quand même des souches de papillomavirus qui ne sont pas prises en charge par le vaccin, qui sont très rares, mais il y en a quand même. Et donc, il faut continuer de faire le dépistage de la même façon quand on a été vacciné. Et on peut utiliser, et c'était mon idée au départ, ça reste mon idée, je crois qu'on ne peut pas envoyer un papier disant qu'il faut faire le dépistage du cancer du col de l'utérus sans en même temps ajouter à ce papier la promotion de la vaccination pour tous les enfants à partir de l'âge de 12 ans, parce que voilà, avec ces deux éléments, je pense qu'on peut arriver à supprimer le cancer du col de l'utérus. Avec 80% de dépistage, on sait qu'on le supprime quasiment. C'est quand même 1000 morts par an et un grand nombre d'interventions par an pour la prise en charge. Et je peux vous dire que toutes les femmes qui ont subi le fait de porter, ne serait-ce que de porter le papillomavirus, sont traumatisées psychologiquement. Elles ont une vie assez difficile pendant une période plus ou moins longue selon la prise en charge et selon la disparition du virus. Vive l'autoprélèvement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors, juste pour vous dire qu'en CPL, on a vu que l'Allier aussi allait faire le dépistage pour la scoliose chez les enfants avec le kiné à l'école. Et moi, ce que je leur disais, je trouvais que c'était super parce que si on commence enfant à leur parler de la prévention et qu'il faut qu'ils fassent de la prévention, eh bien, adultes, je suis persuadée qu'ils adhéreront plus à toutes ces campagnes de dépistage parce qu'ils auront eu l'habitude à enfant qu'on en fasse. Voilà. C'est pour ça que c'est important que ce soit la vaccination qu'on leur propose pour tous ceux que les parents amèneront pas chez le médecin ou quoi que ce soit. Ou les dépistages comme ça de la scoliose, je pense que c'est important. Et on a tous, en tant que médecin généraliste, je suis sûr que les autres professionnels dans leur entourage ont tous des femmes qui ne veulent pas aller faire de frottis parce que voilà, c'est une position désagréable, parce que elles ont eu un vécu une fois où ça s'est pas bien passé, je sais pas, ou des trucs, et c'est très compliqué pour arriver à leur faire faire, quoi. Je pense qu'on a un avantage quand on est une femme, médecin généraliste quand même, et qu'on fait les frottis, parce que moi, quand je leur dis, mais je l'ai fait, je vous donne rendez-vous, ah d'accord, bah, si c'est vous, docteur, oui. Voilà. Mais on ne les voit pas toutes, et on ne fait pas pour tout le monde, pas tout, malheureusement. Oui, bonsoir. J'ai peut-être loupé le début, mais est-ce qu'on aura des flyers pour expliquer un peu aux patientes quand elles vont recevoir le papier là, que vous allez leur envoyer pour les autoprélèvements? Est-ce on peut en avoir, nous, dans nos cabinets, pour leur expliquer? Alors, vous allez avoir
le projet et en annexe du projet, vous aurez la lettre que j'ai fait pour tous les praticiens, tous les soignants du CPTS, parce que ça intéresse bon, tous les soignants, parce que une infirmière qui viendra voir une patiente ou la grand-mère et puis qui aura le questionnement par la femme qui a fait son autoprélèvement, ben, il faudra qu'elle puisse répondre elle aussi. C'est pour ça qu'on parle vraiment de communauté de territoire. En fait, c'est toute personne qui peut intervenir auprès d'une femme en tant que soignant ou en tant qu'aide-soignant, peu importe, doit être au courant et donc aura à sa disposition, vous allez recevoir, donc j'ai une confirmation par, je crois, Angélique, le, le contenu, c'est-à-dire le projet de recherche et la lettre annexe. Et puis ensuite, les femmes vont recevoir dans le courrier avec le kit une information complète qu'elles vous apportent, qu'elles sont censées vous apporter quand elles vous posent la question. Puisque ça sera marqué sur cette fiche d'information que si le résultat est positif, elles doivent venir vous consulter. Oui, mais ça, j'ai compris. Mais c'était en amont parce qu'il y a certaines de patients, comme on voit pour les tests hémoccultes, où ils reçoivent ça, ça va à la poubelle. Donc, c'était un petit peu pour ça de mettre une affiche bien au niveau du cabinet. Attention, vous risquez de recevoir ce type de choses parce que vous n'avez pas fait votre frottis. Voilà, c'était dans ce sens-là. Non, parce que en fait, ça modifie la lettre de relance et ça sera dans cette lettre de relance que la motivation sera bien expliquée à la patiente. Donc, il n'y a pas de pub à part ça. Voilà. C'est trop Mais compliqué pour nous, là, après. Voilà. C'est trop compliqué. Alors, personnellement, je trouve que ça sera à noter un peu dans mon cabinet, je le noterai. Attention, si vous n'avez pas fait votre frottis, vous recevrez ça en leur expliquant un petit peu le principe. Parce qu'il y aura certaines qui vont, au moins qu'elles soient déjà un peu averties. C'était dans ce sens-là. Et l'enveloppe est grande hein, quand même, hein. Il nous a montré l'enveloppe est assez grande. Hein. Oui, mais c'est pas les mais avertir. c'est vrai. Oui. Voilà. Ah bah, de toute façon, si leur habitude c'est d'envoyer tout ce qui passe à la poubelle, elles feront de la même manière qu'il y ait eu un flyer d'information ou pas. Hein. Ça, on le sait. C'est Madame je jette tout, c'est Madame je jette tout. Bon, ça, on peut pas. C'est comme c'est comme les mammographies, c'est comme le nombre de patientes que je vois et qui me dit à qui je demande de quand date le dernier frottis, qui me dit je regarde sur l'informatique, ça date de 10 ans. Et je dis mais vous n'avez pas reçu d'invitation Ah non. Et donc, j'ai plusieurs fois appelé, parce que nous, le centre pour le cancer du col, le dépistage du cancer du col, il est à Clermont. J'ai appelé, j'ai donné le nom et elle m'a donné la date d'envoi de l'invitation, ce qui m'a permis d'écrire à la patiente en disant, écoutez, je vous ai fait le frottis et tout, vous m'avez dit que vous n'avez pas été invité, vous avez reçu telle date, vous avez reçu le courrier. Parce que je rappelle quand même aux gens que, bon, et ces gens-là, de toute façon, ils jettent, quoi, il y a rien à faire. Par contre, quand vous leur dites qu'il faut faire le frottis, ils disent oui, très bien. Donc, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est une culture qui est particulière dans l'Allier. On a du mal, et je suis sûr que c'est vrai pour plein d'autres problèmes, pas que le dépistage du cancer du col. Je pense que c'est vrai pour plein de prises en charge, pour le diabète, pour l'hypertension, pour les pathologies cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque et tout. Je pense que c'est une population qui a du mal à accepter le fait de prendre le risque. Et moi, c'est comme ça que je ressens les patientes. Elles ne veulent pas prendre le risque qu'on découvre une maladie. Elles ont peur, elles sont terrorisées par le fait qu'on leur dit, en fait, ce qu'on leur dit, c'est on leur dit, vous croyez que vous allez bien, c'est un peu le knock, hein, c'est knock. Vous croyez que vous allez bien, mais en fait, peut-être que vous n'allez pas si bien que ça. Il faudrait que vous veniez voir parce que je vais peut-être vous trouver un truc. Elles ne le voient que dans le négatif. Elles ne voient pas du tout le côté positif. Elles n'arrivent pas à se mettre dans la positivité du dépistage. Or, le dépistage, c'est pour ça qu'il faut en faire la promotion, c'est que positif. Ça ne peut pas être négatif parce que ce n'est pas l'examen qui va entraîner le cancer. Le dépistage des cancers n'entraîne pas plus de cancers. Il entraîne qu'on en découvre plus, oui. Mais ça, voilà, on a du mal à expliquer ça. Et puis, il y a des patientes qui ont des véritables cancers, des pré-cancers du col de l'utérus. Et en le sachant, quand elles sont convoquées pour revenir faire les examens, ne viennent pas les faire. Parce que là, elles sont tellement terrorisées par le mot cancer
parce que c'est marqué sur le papier qu'on envoie. Dépistage des cancers. Donc pour elle, quand c'est positif, un dépistage des cancers, c'est un cancer. Donc c'est vraiment un obstacle qu'on a aussi. Et c'est pour ça que le mot cancer n'est pas forcément très intelligent dans une lettre. Et ça, j'essaye d'en discuter avec, en régional, j'essaie d'en discuter. Je pense qu'il faudrait présenter les choses différemment. Il faudrait présenter les choses en disant il existe des maladies invisibles, notamment au niveau du col de l'utérus. Pour essayer de voir si vous n'avez pas de risque, il vaut mieux faire ce prélèvement et pas dire qu'on recherche un cancer. Alors, c'est plus compliqué pour la mammographie parce qu'on sait que la mammographie, on recherche un cancer. C'est un petit peu différent. Mais en tout cas, pour les autres dépistages, c'est comme quand on faisait la radio pulmonaire à une époque. On faisait la radio pulmonaire à tout le monde. Enfin, à ma génération, on est tous passés dans le camion quand on était à l'école, tous, et plusieurs fois. Les poumons, ils ont été bien irradiés quand j'étais gamin. Et ça, voilà, c'était une culture. C'est plus du tout pareil maintenant, mais le problème, c'est qu'elle s'est inversée. C'est-à-dire que d'aller voir le médecin, déjà presque d'aller voir le médecin, c'est déjà être malade. Donc, c'est vraiment ça, on a un challenge à relever. C'est effectivement la promotion du dépistage. C'est par ça que Isabelle avait commencé et je l'en remercie. Si vous me permettez un petit complément de réponse au docteur Calise, je comprends le besoin et ça aurait pu être envisagé. Après, je pense qu'effectivement, on peut faire tout ce qu'on veut. Celle qui a décidé de ne pas le faire, elle ne le fera pas, même si elle a été informée chez son médecin, dans les journaux, partout. Juste petite précision, nous n'envoyons plus les kits de dépistage. Alors que vous appelez hémocules, qui sont les tests immunologiques, on ne les envoie plus par la poste. Donc la grosse enveloppe n'arrive plus par la poste, sauf dans de rares cas, des gens qui ont déjà participé sur une campagne récente. Donc en gros, c'est vraiment des envois très ciblés. Ça concerne moins de 10% de la population du département. Effectivement, la grosse enveloppe contenant le kit, peut-être qu'elles la mettront à la poubelle, mais elle attire l'attention plus qu'un simple courrier quand même. Parce que là où je rejoins le docteur Calice, c'est que les femmes, elles lisent pas. Ça, c'est très clair. Le courrier, elles vont pas le lire. Mais l'enveloppe, bon, elle est grosse, elle est épaisse. On va espérer qu'elle l'ouvre. Est-ce que c'est possible qu'on ait la lettre qui explique comment elle doit faire le prélèvement, tout ça? Est-ce que c'est possible que ce soit envoyé peut-être aux professionnels pour, si elles nous posent des questions mais qu'elles n'ont pas amené les kits avec elles, qu'on leur montre sur notre ordi, voilà, qu'on puisse l'envoyer en mail, hein, c'est possible ça ou pas? Vous savez, la lettre d'explication pour qu'elles fassent le prélèvement. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, il y a effectivement six modes d'emploi qui vont un peu différer. Il faut qu'on essaie de colliger ou d'en envoyer un qui reprend, qu'on va considérer être le plus complet. Et on peut effectivement vous l'envoyer par mail et pour le transmettre derrière. On va prendre celui qui a une vidéo, là, justement. Peut-être qu'on va les regarder. Docteur Demus nous dira lequel envoyer, mais on peut Avant, oui, on doit. Là, Oui, je vous ai fait de l'information très générale, qui va plus être très générale puisqu'on rentre dans le détail. On doit refaire le point quand même juste avant de partir sur la lettre de relance. Et en faisant le point, effectivement, les informations qui nous paraîtront les plus pertinentes vous seront envoyées de la même manière que la lettre que j'ai faite et que le protocole. Hein. Ça réexplique bien le protocole déjà, ça explique bien les cas quand c'est positif, puis ça explique quand nous, on va relancer aussi, parce qu'il y a des patientes qui n'auront pas fait ni, bien sûr, la cytologie, ni l'auto-prélèvement. On va les relancer classiquement comme on le faisait déjà quand les patientes ne répondaient pas à la lettre de relance. Donc, vous aurez tous ces détails-là. Effectivement, c'est vrai que la patiente peut ne pas apporter avec elle sa lettre, mais oui, on pourra en choisir une ou peut-être même deux, même, pour montrer qu'il y en a des différentes et que, bon, il faut garder le cap. Hein, faut garder le cap. Le cap, c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez un prélèvement positif, vous faites un autoprélèvement, c'est très facile à faire. Peut-être ça m'étonnerait, mais peut-être que vous allez voir des femmes arriver avec le kit d'autoprélèvement en vous demandant de vous le faire. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Mais ça, je pense que vous êtes très, très capable de le faire sans difficulté. Et après, c'est plus là où j'ai insisté, c'est si le prélèvement est positif. Mais là, finalement, c'est un peu comme quand vous avez un résultat de frottis positif, vous savez qu'il faut aller plus loin. Et là, c'est assez simple.
vous envoyez là où vous auriez envoyé pour faire un frottis. C'est vraiment, soit vous le faites vous-même, bien sûr, ou soit vous allez au labo, ou soit il y a des médecins qui travaillent avec le labo, il y a des médecins qui travaillent avec des sages-femmes, des médecins qui travaillent avec des gynécos. Peu importe, ce qui est important, c'est pas que ce soit lettre morte. Moi, je suis plus inquiet de ça que l'auto-prélèvement à la poubelle, il y en aura forcément. On a calculé un doublement. Et donc, on a été très modeste dans le doublement de réponse à la lettre de relance, parce que c'est les résultats obtenus dans des endroits où il y avait beaucoup plus de participation au frottis. Donc, des endroits où il y avait beaucoup plus de participation au frottis, où il y avait beaucoup plus de réponses aux lettres de relance, qui étaient de 11%. Nous, on n'a pas 11% de réponses aux lettres de relance. On fera le résultat de l'année 2022, mais je ne pense pas qu'on arrivera à 11% de réponses. Et donc, finalement, après, on devrait être très performant en termes de participation au dépistage. Après, si on est très performant, mais qu'on n'a pas bien géré les résultats positifs, ça peut être une complication dans la manière d'envisager l'autoprélèvement comme méthode pure de dépistage. Parce qu'effectivement, et là je rejoins le docteur Calice, c'est que effectivement, celles qui n'allaient pas faire de frottis, pourquoi est-ce qu'elles iraient faire des frottis quand le papillomavirus est positif? Est-ce qu'on va arriver à les convaincre? Parce qu'elles vont vous demander si elles ont le cancer et vous allez dire non, forcément. Et donc après, elles vont dire, bon, c'est un truc pour nous embêter, c'est encore un truc pour qu'on aille voir le médecin. Voilà. C'est comme ça que je vois la plupart des femmes qui sont très en retard dans leur suivi, c'est comme ça que je les vois. Je vais bien, j'ai pas de raison de consulter. Enfin, c'est malheureusement votre pain quotidien, les médecins généralistes, de voir des gens qui, même avec des traitements antihypertenseurs, etc., bon, ont un suivi qui n'est pas forcément parfait. Et ça existe chez des femmes jeunes, hein, notamment des femmes jeunes diabétiques qu'on voit nous arriver enceintes, évidemment sans programmation de la grossesse, sans vérification des chiffres de diabète avant la grossesse. On le voit, donc ça veut dire que même des femmes jeunes, c'est pas facile d'obtenir l'alliance thérapeutique. Je pense qu'on peut peut-être clôturer. Oui, oui, oui. Oui, oui, ben, merci à toutes et à tous de votre participation. Je pense qu'on aura les chiffres d'ici 1 an ou 2 pour nous dire un petit peu comment cette campagne s'est passée. Est-ce que ça a aidé des femmes à le faire, et beaucoup de femmes comme ça, on a un meilleur taux de dépistage et de meilleurs résultats sur la prise en charge de ces papillomavirus, quoi. Voilà. Comme on espère le voir avec la MAM mobile qui quand même marche super bien pour les mammographies des femmes qui sont parfois loin et qui parfois renoncent à tout ce qui est dépistage parce qu'elles sont trop loin de tous les centres. Voilà. Est-ce que c'est bon? Eh bien, merci de votre participation et on vous enverra tous les documents sans problème. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir.